Bonjour à tous, bonjour à toutes, Tuc le Teacham ici de la chaîne Passé Sauvage. Normalement, si vous atterrissez ici, c'est que vous avez vu la vidéo qui se trouve sur ma chaîne, sur la vallée du Jabron et les sites préhistoriques que les archéologues découvrent depuis quelques années grâce à un programme de recherche. Et donc aujourd'hui, là, sur la chaîne d'Écosciences Provence-Alpes-Côte d'Azur, on continue la conversation avec Louise Purdu et également avec l'un de ses collègues, Guillaume Poraz. Tous les deux vont me rejoindre en visio et donc on va creuser un peu plus le sujet. Je vais leur poser des questions sur leur métier qui nous présente bien leur formation, pourquoi ils ont créé ce programme, mais également comment ils travaillent sur le terrain, comment, voilà, qui nous explique un petit peu mieux ce côté collaboratif, pluridisciplinaire de la recherche en archéologie, en géomorphologie et géoarchéologie. Ça va être passionnant. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo sur ma chaîne, je vous invite à faire pause, à d'abord regarder la vidéo sur ma chaîne, puis de revenir ici, puisque là on va vraiment aller plus dans le détail. Cette vidéo, elle a été réalisée par Écosciences Provence-Alpes-Côte d'Azur et propulsée par Play Azure. C'est vrai que là, la semaine dernière, moi, j'ai rencontré Louise en visio. C'est vrai que Guillaume, on s'est jamais parlé, on s'est pas rencontré. Moi, c'est vrai qu'à part l'intitulé de ton post que j'ai trouvé sur Internet, je ne sais pas exactement sur quoi tu travailles pour ce projet, quel est ton rôle, en fait. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton métier, ton statut? J'ai la chance d'être chargé de recherche au CNRS, au laboratoire LAMPEA, donc c'est le laboratoire Méditerranée, Préhistoire, Europe-Afrique, donc ça se trouve à Aix-en-Provence, donc c'est un peu associé à l'université d'Aix-Marseille. Le rôle dans le projet, c'est un peu le pendant un peu du travail de Louise, qui est plutôt sur les aspects, on va dire, milieu naturel. Moi, je suis plutôt sur l'aspect, on va dire, milieu culturel, donc on va plutôt travailler sur les archives matérielles qui sont associées à l'ensemble des occupations humaines, voilà, qui peuvent être assez variés. Et moi, en particulier, je vais travailler plutôt sur les systèmes techniques. Et en l'occurrence, pour ces époques de la préhistoire, c'est essentiellement ce qui tourne autour l'artisanat du travail de la pierre. D'accord, donc t'es archéologue. Archéologue, effectivement, archéologue, c'est la dimension de terrain. Donc, ça passe par, c'est l'acquisition de données primaires, toutes les opérations de fouille et de post-fouille. Et après, on est aussi préhistorien, c'est-à-dire que fondamentalement, le discours, l'archéologie, il est assez varié. Mais en tout cas, nous, on fait une archéologie de la préhistoire qui a ses propres contextes de travail et puis un peu ses propres problématiques. Comment ça s'est organisé au départ pour que vous travailliez ensemble? Comment, si vous n'êtes pas exactement dans le même laboratoire, comment, comment les choses se sont faites? Enfin, comment on monte un projet pluridisciplinaire? J'imagine qu'il y a plein de façons différentes de raconter l'histoire, mais on va dire, en tout cas, à l'échelle régionale, on appartient à des laboratoires différents, mais il y a quand même un ancrage dans le territoire proche qui est nécessaire, hein, à un moment donné, enfin, en tout cas pour les chercheurs qui le souhaitent. Moi, personnellement, j'ai un rattachement de cœur, entre guillemets, avec le CEPAM, puisque c'est là où j'avais effectué ma thèse. C'est des laboratoires que j'ai beaucoup fréquentés. Et puis ensuite, au hasard des mobilités, je me retrouve, enfin, au hasard des mobilités et des choix, hein, bien sûr, je me retrouve aujourd'hui dans le laboratoire Lampea à Aix-en-Provence, mais on va dire que c'est plutôt euh, de collègues sur le CEPAM et un peu avec Antonin Tomasso à l'époque qui était impliqué dans ce projet sur la vallée du Jabron. Et donc au départ, on travaillait un peu sur essayer de connecter les espaces de préhistoire depuis le littoral jusqu'aux espaces préalpins. Et à partir de là, assez rapidement, on s'est rendu compte qu'on avait de toute évidence besoin d'une géomorphologue et en particulier qu'on avait besoin de Louise. Et donc c'est à ce moment-là où l'équipe progressivement s'est enrichie un peu au fur et à mesure des besoins et puis des découvertes qui ont été faites sur le terrain. Et donc, toi, Louise, donc tu as été invitée à venir prêter main forte aux archéologues, visiblement. C'était ça? Enfin, c'est... Après, au CEPAM, il y a pas énormément il y avait pas beaucoup de géomorphologues ni de géoarchéologues. Donc effectivement, ça c'était un projet au départ qui partait un peu du CEPAM, mais il y avait ce besoin-là. Et donc comme j'étais rattachée au laboratoire à ce moment-là, l'idée c'était effectivement d'accompagner ce projet et d'y apporter une certaine expertise.
Et donc, qu'est-ce qui fait que vous avez choisi cette vallée-là? Parce que on peut imaginer qu'il y en a peut-être d'autres. Est-ce que c'est un choix arbitraire? Voilà, est-ce que c'est des raisons? Enfin, est-ce que vous aviez envie d'aller prospecter cette vallée-là en particulier depuis longtemps, ou est-ce que voilà, il a fallu faire un choix entre ce lieu-là, une autre? Comment vous vous êtes arrêté sur ce lieu-là? Ce serait mentir que de dire que c'était spécifiquement dans cet environnement-là qu'on voulait travailler, c'est-à-dire dans cet environnement-là de la vallée du Jabron. Après, il y avait vraiment la volonté au départ avec Antonin d'essayer d'inclure un peu toute la diversité des paysages et des environnements lorsque l'on étudiait les sociétés de la préhistoire de Provence et de Ligurie. Et en fait, on s'est intéressé à ce milieu large. Alors, c'est le bassin du Verdon, c'est l'arc de Castellane. On peut lui donner différents noms en fonction de l'entrée qu'on privilégie. Mais en fait, ce territoire, il était assez riche en silex. Et en fait, on savait, on avait de nombreuses traces indirectes de l'exploitation de ces silex qui avaient été transportés et abandonnés jusque dans les sites du littoral. Bon, le silex, c'est une roche qui a des propriétés euh, géologiques, enfin pétrographiques assez singulières qui font qu'en fait on a la capacité, une fois qu'on a les référentiels adéquats, donc on a la capacité de remonter jusqu'à leur source d'origine. Donc nous on avait la certitude en étudiant en étudiant les sites du littoral que les hommes et les femmes de la préhistoire avaient occupé ce territoire au sens large. Et ensuite, eh ben, en fait, on cherchait des contextes sédimentaires qui auraient pu être favorables au piégeage des occupations humaines, puisque c'est bien ça qu'on recherchait un des cas d'école lorsqu'on recherche des terres anciennes. Pardon, c'était quoi un cas d'école? On n'a pas eu ce qu'il y avait avant? Ce qui correspond donc à un cas d'école lorsqu'on recherche des sédiments anciens, des terres anciennes. Hein, puisqu'au départ, on n'avait pas la garantie de trouver le matériel archéologique ou le site archéologique, mais par contre, on allait rechercher les archives sédimentaires suffisamment anciennes qui pouvaient intéresser notre période d'étude. Mais donc concrètement, par exemple sur le terrain, vous partez donc dans la vallée du Jabron. J'imagine qu'il y a donc Antonin, toi Guillaume et toi Louise. Et vous, Pas encore. pas Moi, j'arrive. encore? Non, D'accord. moi, j'arrive Ça a quel... dans un peu plus de temps. D'accord. Bah, tu peux nous expliquer ouais, ouais, comment vous faites? Enfin, Ouais, non, tout à fait. C'est vrai que c'est assez simple. Hein, c'est des prospections. Donc, en fait, c'était en 2012. Donc là, on part vraiment sur des prospections archéologiques. Hein, donc, on va chercher du matériel archéologique en surface. On va vérifier des points qui ont pu nous être signalés ou qu'on a pu repérer en retournant dans les musées, etc. En sachant que cette prospection archéologique, elle faisait suite à 3 années de prospection géologique où on avait vraiment travaillé sur les silex. Hein. Donc on avait vraiment on a essayé un peu de quadriller ce territoire, d'un peu mieux le comprendre. Et donc en 2012, les prospections archéologiques, eh ben, on va visiter des grottes abris, des sites en plein air. Et en fait, c'était un samedi matin. Il y avait un doigt qui avait été pointé sur cette plaine alluviale à partir d'une carte hygiène toute simple et on a garé les voitures et notre réussite c'était que la parcelle des Prés de l'Or, donc qui constitue la zone amont de la vallée du Jabron, venait juste d'être labourée. Et donc à partir de là, bah voilà, ça a été les choses se sont enchaînées puisqu'on a eu la chance de repérer des silex qui avaient été taillés et ensuite assez rapidement, je pense que Louise est devenue dès la deuxième semaine pour venir nous épauler sur cette découverte. ah oui, Louise, tu m'as dit que tu avais démarré en 2013 sur le terrain. Enfin, C'était le premier sondage en 2013, mais je pense que je suis peut-être venue là, Ah, t'es sûr, t'étais venu en je suis venue en 2012. 2012. Voilà. Ah, et donc, en fait, quand vous trouvez ces silex auprès de l'or, finalement, c'est les mêmes silex que ceux sur le littoral. Et là, vous vous dites, c'est bon. oui, Enfin, je caricature un peu, mais c'est le principe. d'une certaine façon, en tout cas, il y a des similarités donc d'un point de vue technique, hein, puisque bien sûr qu'on on retrouve un peu des traditions qui étaient partagées entre les populations du littoral et les populations qui occupaient les préalpes. Hein. On envisage plutôt une mobilité à l'échelle annuelle, soit en fonction des saisons, enfin en fonction de différentes motivations qui sont essentiellement liées à des actions de subsistance, quoi. Mais en tout cas, certains des silex qu'on trouve dans cette vallée du Jabron ou qu'on trouve
La vallée du Jabron, c'est une entité écologique, culturelle, etc. Mais on va pas non plus complètement la déconnecter de son environnement proche. Hein. Donc hein, c'est toujours assez inclusif. Il faut imaginer quand même des populations nomades qui connaissaient ce territoire beaucoup mieux que nous. Et donc, ça aurait pas de sens que de vouloir complètement déconnecter la vallée du reste de son territoire. Et donc, effectivement, les silex qu'on retrouve dans ce coin, on les retrouve sous des formes d'outils abandonnés. Et dans des formes, dans des faibles proportions sur les sites du littoral. Et donc, en parallèle, Louise, toi, ton travail sur le terrain, c'est de faire des carottages, c'est d'identifier ce que tu m'as expliqué, les phases de crue et l'érosion, enfin voilà. Et donc, le travail d'archéologie sur les fouilles et toi, ton travail, c'est ça qui vous permet, enfin, c'est comme ça que le programme est pensé? On peut le voir comme ça. En fait, en fonction de l'environnement dans lequel on est, on a besoin de compétences et de connaissances de l'environnement dans lequel on se situe. Donc là, si on est dans une plaine alluviale, en gros, c'est un paysage donné qui se construit avec une rivière. Grosso modo, c'est ça. Donc ça implique effectivement la mise en place de dépôts de crues, ça implique un cours d'eau qui va se déplacer, un cours d'eau qui va monter, un cours d'eau qui va descendre. Et donc la première étape en 2012, c'était plutôt la question de savoir si le site en question était préservé ou s'il ne l'était pas. Et donc comme il était mis au jour dans un champ qui venait d'être labouré, la question c'était effectivement est-ce qu'il a été complètement détruit ou non. Et donc la première étape, c'était puisqu'il en, cet espace labouré était juste en pied d'une petite butte qui fait environ 1 ou 2 mètres et qui surplombe ce champ labouré. Donc l'idée, c'était d'étudier les dépôts de cette petite butte pour savoir si le site passait effectivement ou continuait sous la butte. Et donc ça, la première étape, dans un endroit qu'on ne connaît pas forcément, c'est qu'on passe pas directement au carottier mécanisé, on fait plutôt des sondages à la tarière. Donc c'est une petite tarière manuelle, hein, c'est un peu comme un tournevis. Donc on l'enfonce dans la terre et on tire 20 cm par 20 cm. Et ça permettait de voir qu'on avait à peu près les mêmes dépôts sur cette butte et en dessous du potentiel site archéologique. Et de même, dans le champ en contrebas, on avait un peu les mêmes dépôts en dessous, ce qui permettait de dire que c'était les mêmes types de dépôts, le même ensemble et les mêmes événements crus. Ce qui a permis ensuite d'ouvrir un sondage sur cette petite butte. Oui, parce que moi, ce que j'ai compris avec notre entretien la semaine dernière, c'est que toi, tu arrives à déceler une présence humaine, une occupation d'un terrain sans matériel archéologique finalement. Parce qu'il y a un paléosol, c'est ça Alors, en fait, c'était pas exactement ça, c'était plutôt le paléosol est propice aux occupations humaines. Mais il n'y a pas forcément une occupation humaine qui est adossée à un paléosol. Et effectivement, sur le site des Prés de l'Or, on a une succession de petits paléosols qui sont propices ou qui, en tout cas, ont permis favoriser la mise en place de certaines occupations et qui, du coup, se retrouvent enterrés eux-mêmes par des petits dépôts de crues. Et donc, on a une succession de petits paléosols, les uns par-dessus les autres, sur lesquels souvent on retrouve du matériel. D'accord. Et donc pour continuer sur les prés de l'or, donc c'est dans la vidéo qu'on a faite, enfin, qui sera déjà disponible au moment où on fait cet entretien, c'est le site le plus ancien qu'on présente. Et moi, je me demandais si, justement, vous arrivez à voir s'il y a une présence encore plus ancienne, c'est-à-dire présence de Néandertal, parce que près de l'or, c'est du sapiens, enfin, c'est nous, quoi. Est-ce qu'il y a déjà des groupes plus Néandertal qui est déjà présent dans cette vallée? Oui, oui. En fait, les archives sédimentaires aujourd'hui, avec une certaine certitude, on sait qu'elles vont recouvrir un peu les 50 derniers millénaires. Et les 50 derniers millénaires, ça concerne aussi les dernières occupations de l'homme de Néandertal qui disparaît, en tout cas qui prend une autre forme à partir de 42, 43 000 ans, quand les hommes anatomiquement modernes arrivent dans la région. Donc tout à fait, on a des occupations humaines qui sont associées à l'homme de Néandertal sur la vallée du Jabron déjà, mais pas uniquement. Hein. Donc on le sait parce qu'on a des traces indirectes de fréquentation de ce milieu
par l'étude des sites du littoral, mais on le sait aussi par d'autres sites voisins dans l'environnement du Verdon. Hein. Donc la vallée du Jabron est tributaire, hein, enfin un tributaire du Verdon. Donc tous ces ensembles-là sont reliés. Et donc à peu près, alors je sais pas, peut-être une quarantaine de kilomètres à vol d'oiseau, on a tous les sites des basses et moyennes gorges du Verdon, où on a de nombreuses occupations du Paléolithique moyen, et on a même des occupations qui sont beaucoup plus anciennes, puisqu'il y a un site comme la Bonbonne, on se retrouve à peu près à 350, 400 000 ans. D'accord. Ok. Et oui, et donc il y avait d'autres, oui, il y a d'autres lieux, il y avait d'autres vallées potentielles que celle du Jabron, quoi, finalement. C'est ce que tu nous disais. Des vallées ou des abris ou des grottes. Hein. Après, il y a une association, une complémentarité entre ces lieux de vie, déjà en fonction un peu du milieu lui-même, hein, qu'est-ce qu'il offre comme conditions naturelles, et puis bien sûr aussi en fonction des motivations et des capacités techniques des populations qui occupaient ces milieux. Est-ce que là, voilà, vous nous parlez, vous nous dites que les populations, bah, elles bougent, elles sont pas figées à un endroit, elles connaissent très bien le territoire. Est-ce que malgré tout, il y a quand même des frontières que vous repérez? Je crois que Louise, la semaine dernière, tu me parlais de la vallée du Rhône quand même, qui marquait une frontière culturelle, c'est-à-dire que et puis même dans la manière dont vous nommez les sites, vous parlez de sites de l'épigravétien pour la culture de l'épigravétien pour ces sites-là, et pas c'est pas du solutréen. Alors voilà, moi là je tâtonne un peu parce que je suis pas préhistorienne, mais c'est comme si, enfin, cette vallée du Jabron, elle est plus connectée à l'Italie. Enfin, c'est des groupes humains qui sont originaires de l'Italie et qui se fixent là. Enfin, comment on peut essayer de comprendre voilà, l'origine de ces populations, leur culture. Louis, tu veux... écoute, sur, Ça, c'est plutôt toi, pour le coup. Non, mais je peux la reformuler, mais non, 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 mais Non, ça va. c'est très clair, ma Clotilde. Enfin, moi, j'ai Ouais, compris. ouais, ça va. Après, c'est une question à multi-entrées. Enfin, sur 50 millénaires, en termes de peuplement, il se passe des choses, quoi. Il faut bien garder en tête que ces populations de chasseurs-cueilleurs, de chasseurs-collecteurs, effectivement, c'était des populations nomades, mais qui se déplaçaient dans un territoire qu'elles connaissaient et dont elles maîtrisaient les ressources d'une certaine façon. Les motivations qui sont derrière la mobilité, on va dire, elles répondent d'abord à des besoins de subsistance, mais aussi à des forces, on va dire, démographiques, socio-économiques, des relations entre l'ensemble de ces populations. Et cette mobilité, elle va s'implanter dans un territoire qui est physique. Hein, c'est aussi simple que ça, hein, je veux dire, là-dessus. Donc effectivement, parler du Rhône, bah, bien sûr, c'est une frontière naturelle qui est importante. Après, quel rôle a joué cette frontière au cours du temps? Eh ben, à un certain moment, ce Rhône a été extrêmement poreux d'un point de vue culturel. À d'autres moments, au contraire, il a vraisemblablement contribué à forcer des identités de part et d'autre de ces berges. Donc voilà, après oui, sur les périodes les plus récentes du Paléolithique supérieur, on se retrouve sur des populations qui ont des affinités culturelles qui sont plus volontiers partagées avec la zone ligure, la zone italienne, des Balkans, etc. Mais sur des périodes plus anciennes, on se retrouve sur des populations qui, au contraire, peuvent trouver des affinités avec le nord, peuvent trouver des affinités avec l'ouest. Donc il y a une géographie qui est changeante et il y a un questionnement en parallèle qui est celui de l'homme, donc de ses expressions culturelles et de son milieu d'un point de vue physique. Mais donc, euh, enfin, comment dire, euh, la vallée du Jabron, à ces périodes-là, enfin, les glaciers sont pas loin, mais enfin, donc c'est quand même des populations qui n'ont pas peur d'aller explorer des environnements qui nous paraissent un peu hostiles quand même. Mais par contre, ils vont pas traverser le Rhône à certains moments. Enfin, c'est ça que j'essaye
de comprendre? Ou alors il n'y a pas de glacier et ils sont tranquilles? Enfin, comment, c'est quoi le paysage, c'est quoi le climat en fait à cette époque? Comment, enfin à cette époque. Le problème c'est qu'il faut qu'on choisisse un site, donc prenons restons sur, voilà, si on, restons sur les prés de l'Or parce qu'on était là-dessus et que le plus ancien, donc c'est peut-être le plus difficile pour le public de s'imaginer un peu le climat qu'il fait il y a quoi, 25 000 ans à peu près. Euh, Oui. Bah, il y a 25 000 ans, c'est Mais le près de dernier l'or, il y a bâtiment. 50 000 ans d'occupation, hein, hmm. donc Ah oui, ok. Oui, mais le site qu'on fouille principalement aujourd'hui, il est entre, on va dire, entre 20 000 et 30 000, quoi. tout à fait. Voilà. Même si on sait qu'il y a des traces plus anciennes. Et le climat, il change entre il y a 50 000 ans et il y a 25 000 ans? Oui, Ouais. oui. Mais disons qu'on va arriver à des conditions qui sont un peu. On va rentrer dans une grande période de froid, on va dire autour de 25-23, quoi, quelque chose comme ça. C'est le dernier maximum glaciaire. Là, il commence à faire. C'est le moment où les glaciers sont le plus au sud. Ok. Ouais, une centaine de kilomètres, ça reste quand même à une centaine de kilomètres au nord de là où on est. Mais Mhm. en tout cas, au moment où il y a de l'occupation près de l'or, c'est le dernier maximum glaciaire. Effectivement, sur des périodes plus anciennes, les conditions sont moins rudes, on va dire. Mais les populations s'installent quand même un certain temps. Enfin, on imagine qu'ils ne restent pas une semaine sur place, quoi. Quand on vient chercher des ressources, on fait quelque chose d'assez pérenne quand même. Enfin, vous arrivez à avoir une estimation du temps de passer sur site, la saisonnalité. Enfin, je sais pas. C'est des questions que moi je me suis posées en faisant le montage de la vidéo. Justement, j'avais envie de savoir. On a des indices de saisonnalité par l'étude des restes fauniques, hein. Donc là, c'est notre amie et collègue Marianne Julien qui avait étudié, pour prendre l'exemple d'une unité stratigraphique sur les prés de l'Or qui porte le numéro 17, peu importe. Mais là, on avait trois chevaux, trois mandibules qui avaient été retrouvés et il y avait 2 saisons d'abattage qui avaient été identifiées à partir de l'âge des individus retrouvés. Donc il y avait un individu qui était très jeune et je crois que c'était le printemps et l'automne. La durée d'occupation, c'est relativement difficile à évaluer dans la mesure où ce qui nous est restitué, ce sont des lambeaux des sites d'occupation. Donc, on n'a pas accès à tout. Mais par contre, on va travailler plutôt sur la fréquence ou en tout cas sur la répétition. Et on voit très bien que des mêmes populations sont venues à plusieurs reprises sur ce même lieu dans la vallée du Jabron, mais on voit aussi dans la longue durée que des populations de traditions différentes et potentiellement avec des comportements de subsistance qui différaient un petit peu, revenaient également sur ces mêmes endroits, hein. On a les hommes de Néandertal qui sont là, on va avoir ensuite voilà, tous les hommes anatomiquement modernes qui vont revenir sur ce même lieu des Prés de l'Or. Donc on voit plutôt que d'essayer d'évaluer la durée, on peut plutôt un peu penser l'importance de ce site dans le réseau d'implantation et d'exploitation des ressources de ce milieu préalpin. Et donc, ces ressources, enfin, c'est essentiellement le silex. On vient chercher d'autres choses. Et pourquoi ce silex-là? Est-ce qu'il est bien à tailler? Enfin, C'est vraiment, non, non, c'est vraiment dur à défendre l'idée qu'il viendrait jusqu'auprès de l'or pour récupérer des silex. Ouais. Surtout qu'en fonction des périodes, notamment pour Paléotique supérieure, il commence à avoir des comportements de sélection qui sont assez drastiques et on va dire que les matériaux qui sont disponibles localement participent d'un renouvellement d'outillage, mais pas forcément de circulation et de transport sur longue distance. C'est difficile de dire vraiment quelles sont les motivations fonctionnelles, économiques des populations humaines sur les prés de l'or, parce que la préservation organique, même si elle a le mérite d'exister, hein, dans un contexte quand même particulièrement dramatique, hein, pour le contenu organique, il a le mérite d'exister, mais il est quand même très limité aussi. On peut imaginer que en fait les prés de l'or constituent soit un avant-poste, en tout cas c'est une ouverture vers le milieu alpin. Ça, c'est sûr. Donc, le milieu préalpin, c'est aussi une faune et une flore qui est différente que celle du littoral. Donc, il faut plutôt l'imaginer comme une complémentarité. La mobilité, ici, elle vient répondre un peu à cet équilibre de subsistance qui s'y distribue en fonction des saisons. D'accord. Et là, Guillaume, quand tu as parlé pour les sites que vous retrouvez comment dire, que vous fouillez en lambeaux un petit peu, je sais que c'est une expression que Louise, tu as utilisée la semaine dernière. Et comment, c'est-à-dire qu'en fait, à la fin, vous avez un puzzle, vous avez des morceaux d'état, enfin
J'essaye de comprendre ce que ça veut dire une fouille en, Ah. en lambeaux. Enfin, En fait, il faut que tu imagines le paysage comme un puzzle. C'est plutôt une bonne idée avec un puzzle et chaque pièce a un âge qui peut être un peu différent. D'accord. Et donc, l'idée, c'est de retrouver les pièces qui ont le même âge. Et donc, il en reste le lambeau, c'est juste qu'on a des petits morceaux d'un paysage à un moment donné qui a été préservé, Mhm. dont on peut connaître la forme, hein, si on peut carotter la zone pour essayer de délimiter ces petits espaces qui sont préservés et qui correspondent à une période donnée. Effectivement, donc quand Guillaume dit on fouille un lambeau, c'est parce qu'on a conscience qu'en fait, en termes de paysage, il ne reste que des petits morceaux de certaines périodes et effectivement, aller chercher à différents endroits permet de recoller les morceaux entre eux et de mieux comprendre ce puzzle en fait, hein. Et donc, comment tu travailles avec quels outils? C'est que des carottages? Et ensuite, c'est de Alors, quand on ne connaît pas trop l'endroit, on teste en premier. Voilà, quand on arrive en zone un peu inconnue, soit on fait un carottage à la main parce que c'est plus simple. Ensuite, après, on passe au carottier mécanisé pour avoir quelque chose qui est très propre. Là, ça donne une première image. Et en fonction de ce qu'on trouve au carottage, donc ça peut être effectivement, on va trouver des palets au sol. Parfois, on peut trouver quelques artefacts dans la carotte, hein, c'est arrivé, ou même à la tarière. Et à partir de là, en fonction du potentiel, on peut effectivement faire une demande d'ouverture de sondage. Ce qu'on a fait sur un des secteurs un peu en aval, au Condamine, là où on a trouvé le palais au lac suite à l'opération de carottage et à la datation des dépôts qui avaient été extraits des carottes, Guillaume a fait une demande d'ouverture de sondage sur les berges du lac pour voir si potentiellement on pouvait avoir des traces d'occupation ou ce genre de Et choses. donc les carottes, ensuite, j'ai vu ça sur les photos que tu m'as envoyées. Après, vous les mettez dans le coffre de votre voiture et vous les emmenez dans un labo? Vous en faites quoi? C'est- Non, mais moi, je connais pas ce métier, donc Les carottes, tu as deux options, hein. Le carottier, soit tu les extraites directement sur le terrain, c'est-à-dire que tu as une sorte de tube ouvert à partir duquel tu sors le sédiment et tu le décris, tu mets en sachet, et là tu le mets dans le coffre de la voiture et tu rentres au labo. Soit tu mets un tube dans cette petite bouge, hein, on appelle ça une bouge d'un mètre, tu peux glisser un tube à l'intérieur et tu rentres au labo avec ton tube. Et là, l'avantage, c'est que tu peux l'ouvrir en laboratoire, tu peux vraiment étudier les couches très fines les unes après les autres, et tu peux effectivement échantillonner pour tous les autres collègues, pour les palynologues, pour les anthracologues, qui vont étudier les charbons de bois, les malacologues pour les coquilles, et faire d'autres types de prélèvements pour les autres spécialistes. Et en fait, ces carottes se gardent au froid. On les met au frigo. On les met pourquoi? au frigo parce que ça évite que le matériel organique, donc tout ce qui va être les pollens par exemple, ne se détériore au contact de l'air libre et du changement de température aussi. Donc on les D'accord. garde froids. Oui, donc c'est fragile en fait. Dès que c'est au contact de l'air, ça se. Ouais, c'est fragile. Donc là, elles sont toutes, on en a un paquet, elles sont toutes au frigo. Et elles restent au frigo, on les ressort avec les étudiants pour leur montrer un peu à quoi ça ressemble. On les ressort quand il faut en rouvrir quelques-unes pour échantillonner si on a d'autres questions un peu plus précises. Ça, ces carottes, elles ont principalement une vocation paléoécologique, hein. Donc c'est vraiment pour comprendre comment le paysage s'est mis en place. Et vraiment, on diffuse les échantillons aux autres collègues qui étudient la végétation, qui étudient le paysage au sens large, pour essayer d'avoir une reconstitution la plus globale possible. D'accord. D'accord. Et on se demande du coup comment on voit qu'il y a une crue, au contraire. Enfin, ça fait quoi? De façon très simple, si tu as du sable, le sable il est un peu plus lourd, donc il est transporté par une eau qui est un peu plus forte pour arriver à transporter du sable. Et donc, ça veut dire qu'il y a plus d'énergie dans la rivière et potentiellement plus de crues. Si tu vois les argiles, c'est souvent de l'eau qui stagne. Donc, tu peux, à partir de là, imaginer une zone d'eau stagnante une sorte de marécage, ce genre de choses, quoi. Voilà, le type de dépôt t'informe tout de suite sur le paysage qui va avec. Après, c'est la corrélation des carottes les unes avec les Ouais. autres et avec une petite chronologie où on arrive à mesurer l'impact des événements en termes spatial. Donc, normalement, on a une rivière, on fait des carottages perpendiculairement à ce cours d'eau, tous les 20 ou 30 mètres, et on corrèle les couches les unes avec les autres. Donc, si on a du sable sur l'ensemble des carottes, à peu près au même niveau, plus ou moins daté à la même période, on se rend compte que là, il va y avoir un paysage donné qui peut potentiellement avoir un impact sur des populations qui viendraient s'installer. Au contraire, si on a de l'argile partout, il faut imaginer une sorte de marécage un peu partout, quoi, de façon un peu caricaturale, mais c'est un peu ça l'idée. Ouais. Mais donc jusqu'à présent, vos observations, voilà, archéo et géologiques, elles se corrèlent. Il n'y a pas eu
comment dire, de surprise, enfin de mauvaise surprise où tes conclusions, Louise, ne rencontrent pas celles. Oui, alors en fait, à l'échelle de la vallée, cette question-là, elle se pose pas trop. Il y a pas trop d'opposition, parce que du coup, on travaille ensemble, quoi. L'idée, c'est de repérer les différents environnements qui peuvent être propices à certaines occupations humaines, ou au contraire être favorables à leur érosion, et du coup, il n'y a plus rien. Donc, c'est quelque chose d'un peu prédictif. Après, à l'échelle du site archéologique en lui-même, on a effectivement des questions au moment de la fouille, avec des discussions qui sont parfois toujours un peu virulentes, de comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi on a du matériel qui parfois n'est pas forcément plat, pourquoi est-ce qu'il est un petit peu penché. Et en fait, là, on va un peu plus discuter de comment le dépôt s'est mis en place, qu'est-ce qui s'est passé au moment de l'occupation et qu'est-ce qui s'est passé une fois que les gens ont quitté cet endroit. Est-ce que le matériel s'est un peu déplacé? Est-ce qu'il a été en partie érodé? Comment expliquer sa répartition? Là, on a des discussions qui parfois peuvent être un peu plus complexes. D'accord. Ouais, c'est des discussions qui sont riches, quoi. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, les observations de Louise, donc qui va venir un peu caractériser la sédimentologie des dépôts qui sont venus recouvrir les niveaux, enfin le matériel des niveaux d'occupation humaine, nous, on a la possibilité de voir au cours de la fouille si effectivement on retrouve cette résolution, et c'est bien le cas, c'est-à-dire que bien souvent, on va se retrouver avec des énergies qui sont très faibles, des énergies de sédimentation et donc qui ont favorisé la bonne préservation des vestiges, des bonnes préservations spatiales des vestiges. Et donc, on va pouvoir retrouver un peu des événements d'activité. Hein. Donc, par exemple, on va avoir des événements de taille. Un événement de taille, eh ben, j'ai sélectionné un bloc de silex, par exemple, dans les alluvions du Jabron. Je l'ai transporté jusqu'à ce lieu d'occupation qui est ce lieu pérenne, plus ou moins pérenne en tout cas, où l'ensemble du groupe se retrouve. On l'a fracturé, on a abandonné des produits sur place, on en a emporté ailleurs. Et ensuite, la population part, peut-être de façon plus ou moins synchrone à la crue du Jabron, hein, le climat est en train de se transformer. Et ensuite, après, il va y avoir ces alluvions fines qui vont venir recouvrir les silex qui ont été taillés, et nous, on va les retrouver quasi comme un instantané. Et ça va être, il va y avoir plusieurs façons de l'apprécier et de le démontrer d'un point de vue archéologique, c'est-à-dire d'un point de vue de la fouille. On va pouvoir travailler sur les fabriques, c'est-à-dire si on va avoir un courant du Jabron qui va être un peu fort, eh ben, il va forcément et naturellement orienter de façon différentielle les produits allongés. Par exemple, toutes les micro-esquilles, les petits fragments qui sont associés à la taille du silex et qui correspondent en fait à des poussières de taille, en quelque sorte, bon, bah, ceux-là, ils vont pouvoir être emportés également par les alluvions du Jabron. Et là, en l'occurrence, bien souvent, on se retrouve avec l'ensemble de ces éléments qu'on redécouvre en cours de fouille et qui donc viennent appuyer un peu le schéma général de mise en dépôt du site à la hauteur des Prés de l'Or, comme le caractérise Louise. D'accord. Ah oui, et donc ça signifie qu'en fait, ces sites, ils ont toujours été. Enfin, comment dire, l'occupation elle a toujours été dépendante des crues du Jabron. Et donc, c'est des gens qui doivent faire avec un événement naturel, enfin, quelque chose qui peut venir recouvrir leur. C'est pas des inondations, c'est quelque chose de plus lent ou c'est un peu comme ça se passe comme une inondation et on peut plus habiter ce lieu-là et on se déplace. Alors, en fait, c'est comme il y a une inondation à un moment donné, quoi. Le cours d'eau va déborder et va effectivement recouvrir tout un tas de choses qui ont pu être laissées à la surface. Après, à quel moment ça arrive? Bah là, généralement, ça va déborder peut-être à l'automne et au printemps. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure c'est concomitant des occupations ou ça arrive après. Je sais pas trop, peut-être Oui, une non, c'est meilleure sûr. réponse. On peut imaginer les deux cas de figure. Ce qui est de sûr, ce que l'on peut dire, encore une fois, c'est que le recouvrement, l'inondation, en fait, si elle n'arrive pas au moment où les hommes sont encore sur le campement, ce qui est possible, hein, enfin, je veux dire, il n'y a rien de fou avec cette hypothèse, elle arrive rapidement après le départ des hommes. Ça, c'est sûr, hein, parce qu'on se retrouve avec quand même de la matière organique qui est préservée, on a de l'os, etc. Et je veux dire, on va pas attendre un an pour que ces eaux dans ces milieux-là, on passe l'hiver, il y a la vie animale, etc. Ça devrait être détérioré. Donc, on s'attend à une sédimentation plutôt fine, de faible énergie, mais aussi à une sédimentation assez rapide par rapport au tempo des occupations humaines. Même si, bien sûr, les deux sont déconnectés. Hein. Ok.
propose qu'on avance un peu dans le temps, qu'on aille au néolithique, parce que là on a beaucoup parlé d'une période très très ancienne. Euh, Qu'est-ce qui fait que on vient toujours dans cette même vallée sur une chronologie qui est aussi longue? Ça veut dire que les besoins ils changent pas vraiment, c'est-à-dire qu'on a toujours euh, besoin de ce silex, alors que, enfin, au néolithique, on sait qu'il y a le silex du mont Ventoux. Donc, est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller au Jabron? Est-ce que c'est complètement déconnecté et que les deux fonctionnent très bien? Enfin, et est-ce que au néolithique, justement, les populations vont essayer d'avancer encore un peu plus dans les massifs pour aller chercher des roches plus cristallines, pour les haches polies, ce genre de choses? Bon, Clotilde, hein, les gens, ils viennent pas dans la vallée du Jabron, même aux époques anciennes, pour ramasser du silex. Oui, ça tu me l'as dit. Hein, voilà, c'est dit. Non, mais c'est important quand même, parce que même si bien sûr ça fait partie des conditions qui sont favorables aux installations et à leur pérennité, hein, vraiment, les gens se déplacent pas pour ce silex. On se déplace sur du silex à partir du moment où il va y avoir des stratégies de sélection qui sont assez drastiques et donc qui sont associées un peu à des contraintes techniques qui elles aussi sont un peu plus élevées. Et c'est le cas à travers le temps. À partir du Paléolithique supérieur, on commence à observer ces sélections et encore plus au néolithique, comme tu l'as mentionné, effectivement, il va y avoir ces sélections de roches vertes, notamment pour la confection de haches polies. Donc, oui, il va y avoir à partir de l'Holocène une emprise un peu plus forte, une conquête un peu plus importante, entre guillemets, de la moyenne et haute montagne, pour des raisons qui peuvent relever de l'acquisition de ressources spécifiques comme les roches vertes ou qui peuvent relever simplement d'une implantation et d'une économie dans le territoire, hein, de pâturage, de recherche d'essences forestières, etc. Est-ce que cette exploitation, cette exploration de la montagne est strictement associée au néolithique? Pas forcément. Je pense que les traces clairement sont visibles et il y a une importance, bon, et un changement démographique, économique qui est radical avec le néolithique. Donc tout ça nous apparaît de façon très évidente. Maintenant, on sait que dès le réchauffement de l'Holocène, à partir de 12 000, 11 000, on retrouve les dernières populations de chasseurs-cueilleurs qui ont largement occupé ces milieux de moyenne, voire de haute montagne, mais enfin plutôt de moyenne montagne. C'est quand même rare l'occupation de la très haute montagne. Mais si on considère les périodes les plus anciennes, dès le Paléolithique moyen, l'homme de Néandertal, on va retrouver de nombreuses euh, évidences, fréquentations de petites grottes qui se trouvent à plus de 2000 mètres d'altitude. Mais c'est vrai qu'à partir du Néolithique, il y a un changement qui est radical. Qu'est-ce qui va expliquer l'attractivité de la vallée du Jabron? Franchement, je pense que c'est une expérience en fait. Je pense sincèrement que cette vallée du Jabron, en fait, elle est accueillante. Elle est accueillante dans l'environnement du Verdon. Il faut se souvenir que quand on arrive, alors un peu dans tous les sens, mais on va garder un peu cette unilatéralité ou bilatéralité entre le littoral et les préalpes. Vous faites face ici à des gorges, à des canyons, face à un environnement qui est quand même très tourmenté. Et là, on se retrouve dans cette vallée, et cette vallée, du fait de son histoire géologique, elle constitue quasi une anomalie. D'accord. Hein, vraiment, c'est-à-dire que c'est quand même rare d'avoir ce point topographique bas. Bien sûr, c'est une plaine alluviale avec le Javron qui coule, et on va dire qu'il y a un effet d'attraction qui se fait hier et comme aujourd'hui pour les hommes. Et il a dû se faire aussi pour les animaux, il a dû se faire pour différentes raisons. Et naturellement, ça constitue un espace plutôt stratégique, favorable dans le cadre d'une fréquentation de cet environnement élargi. Hein, encore une fois, les gens qui sont dans la vallée du Jabron, c'est pas juste pour aller boire à la rivière. Ouais, ouais. Non, mais Donc, merci de décrire un peu mieux le paysage, qui est le paysage qu'on voit derrière Louise. Oui, c'est ça, c'est C'est la bon? vallée. C'est bien. Avec la D'accord. vue sur le village de Trinance. voilà, D'accord. il y a le lac des Condamines juste derrière elle. Et la vue sur le Ouais, Oui, oui. Non, mais c'est bien sûr, d'accord. Oui, oui, moi je connais pas ce coin-là, je suis jamais allée là-bas. Donc là, maintenant que tu m'as dit oui, en fait, c'est un paysage qui est constamment accidenté. Et donc, s'il y a un endroit qui est un petit peu plat, c'est plutôt. Non, c'est un peu parti. Tu aurais dû mettre la photo des gorges derrière. ouais, tout à fait. Ah, j'ai vu des photos On des aura gorges. fait Ouais, ouais. Tout à fait. C'est pas le seul, Mais
Mais c'est vrai que c'est un très bel environnement pour s'y installer. D'accord. Là, on va quand même s'approcher de la fin de l'entretien. Il me reste quatre questions qui, là, sont plus des questions voilà, d'ouverture, notamment, est-ce que, on le voit là avec les étés qu'il y a, les canicules, enfin voilà, des changements climatiques assez forts, est-ce que ça présente une menace pour les sites que vous fouillez? Ou au contraire, est-ce que c'est est-ce que c'est un avantage? Enfin, est-ce que ça a une conséquence sur les sites que vous fouillez? Moi, en fait, bah, je dirais qu'il y a moins d'eau de façon très simple, hein, il y a moins d'eau dans la rivière. Donc potentiellement, à l'échelle de la vallée, en tout cas, euh, moi, je dirais que ça n'a pas forcément trop d'impact. Ouais. Après, l'impact, il est autre, en fait, que celui juste lié à la préservation des sites. Après, en fonction des endroits où on travaille, il y a des choses qui sont effectivement peut-être plus accessibles parce que le niveau de l'eau diminue, en fait. Donc, on a accès à des archives auxquelles on n'avait pas forcément accès. Après, nous, on n'a pas forcément travaillé dans ces contextes-là où on n'a pas tiré avantage de cette diminution de la ressource en eau qui est effectivement assez prégnante dans le secteur depuis les 2 dernières années. Ouais. Même À mini- pour le Moulin Neuf, enfin, un site qui est vraiment sur l'eau, avec des berges, est-ce que ça... Je sais pas, je me demande, enfin, Oui, c'est vrai. Après, le Moulin Neuf, il a été sujet à l'érosion, Hmm, beaucoup, mais il s'est fait saper par le cours d'eau, en fait. Donc là, d'accord. effectivement, le niveau de l'eau a été plutôt bas. Après, il y avait eu quelques travaux pour protéger un peu le site hein, sur le côté. Mais en tout cas, il n'y a pas de... Enfin, moi, je vois Guillaume, tu peux D'accord, c'est répondre. pas vraiment... Mm. Non. Mais le Moulin Neuf, ça avait été, Louise vous a envoyé des photos, comme c'était un site vraiment assez spectaculaire à fouiller, un peu décevant pour la préhistoire, même si je crois que c'est l'un des sites préférés de Louise. Oui, Mais j'adore, pour... la stratigraphie est magnifique. Ah, mais c'est un très beau site. Mais Ça, je pourquoi suis il est d'accord. Pour décevant? la préhistoire, c'était un peu décevant. Mais c'était une expérience qui avait été assez importante parce qu'effectivement, on fouillait un peu les pieds dans l'eau, même si la rivière était plus ou moins à sec à ce moment de l'année. Et on avait construit un peu une plateforme en bois, une espèce de Hmm, structure, juste pour être à peu près à 10 centimètres au-dessus des filets d'eau qui coulaient. Et puis voilà, hein, pour travailler dans des bonnes conditions. Et c'était pour donner un exemple un peu de comment fonctionne le Jabron, qui est une rivière assez torrentielle. Et donc, un après-midi, le ciel a vraiment commencé à se charger, la pluie est arrivée, et donc nous, on a recouvert le site, on est rentré au camp, et le lendemain, bah, on est revenu, et en fait, sur la plateforme en bois, on a retrouvé à peu près 2 centimètres de sédiments qui étaient venus recouvrir. Donc, en fait, en quelques heures, le Jabron s'était gorgé d'eau, avait transporté des sédiments, s'était élevé peut-être une dizaine de centimètres, et voilà, avait recouvert un peu, nous, ce qu'on avait laissé sur place. Donc voilà, c'était un peu ce clin d'œil ouais. sur son régime de fonctionnement. Hmm. Voilà, il est assez torrentiel. Et pourquoi c'était une déception au niveau Au niveau archéologique, on archéologique? découvrait, on avait une façon de penser un peu le phasage sédimentaire de la vallée avec son arrangement chronologique entre guillemets. Donc on pensait être sur des terres plutôt anciennes, en fait on était sur des terres plutôt récentes. Mais c'est ce qui est en soi pas forcément toujours embêtant. Mais par ailleurs, on était dans un niveau qui était le niveau du préhistoire, qu'en l'occurrence c'était un niveau du néolithique moyen, était assez perturbé, donc avec des objets qui avaient été remobilisés, etc. Donc d'un point de vue purement archéologique, c'était pas une fouille que l'on souhaitait poursuivre. Mais voilà, Louise avait plusieurs paléosols, il y avait ce passage de la préhistoire à l'histoire, il y avait plusieurs événements climatiques qui étaient enregistrés. Donc bien sûr qu'à la fin, ça reste un très bel enregistrement pour la vallée. Oui, toi, Louis, ça t'a permis d'avancer sur les Oui, questions que tu... oui, parce que ça couvrait, on arrivait à couvrir, on va dire, ouais, je dirais à peu près les 8 derniers millénaires. Donc, on avait effectivement des phases, des très beaux paléosols, des très beaux épisodes de crues, Hmm. des très beaux paléosols néolithiques, âge du bronze et antiquité, quoi, donc qui montraient vraiment que même au cours de l'Antiquité, il y avait déjà il y a une occupation déjà dans la vallée. On avait le petit âge glaciaire, qui est Hmm. cette grosse phase
un peu de froid et de recrudescence qui était très bien exprimé aussi sur la séquence. Voilà, on avait tout un tas d'épisodes différents qui étaient associés à des périodes climatiques différentes. C'était effectivement un très bel enregistrement. Tout à fait. Et ça se voit à quoi le petit âge glaciaire dans la terre? Ça fait quoi? C'est très sableux et très grossier, souvent en partie sommitale de séquence, hein, et après le cours d'eau creuse. Après le cours d'eau s'incise. Bon, c'est un peu ça. Donc, on le voit bien. Il est très grossier. Ça, voilà, la signature de crue très grossière. Bah, c'est tout un monde, hein, la géomorphologie des plaines alluviales. Faut voir que vraiment. Ouais, mais Mais bon, on- comme un nucléus dans la main d'un préhistorien, quoi. C'est toujours. Merci. certainement, certainement, certainement. Euh, Là, oui, quand même quelques. Moi, j'aimerais bien que vous nous expliquiez un peu, chacun votre tour, votre parcours, voilà, vos motivations pour devenir chercheur. D'abord, voilà, archéologue et géomorphologue. Voilà, d'où ça vient, quoi. Comment vous avez évolué là-dedans? Bah, écoute, je commence, Louisa. Vas-y. Ouais. Non, alors franchement, de devenir préhistorien, je l'aurais jamais imaginé. Et ça n'existait pas trop dans mon monde quand j'étais à l'université, ou en tout cas pour moi, la direction prise, c'était plutôt de devenir instituteur, enfin professeur d'école à l'époque. Et c'est vrai que j'avais pris une option de préhistoire, et l'option de préhistoire, j'ai été surpris. J'ai été surpris et ça m'a plu. Et puis après, c'est vrai que assez rapidement avec la préhistoire, et ben les étés, on va sur le terrain, on va fouiller. Et ça a été quelque chose dans lequel je me sentais à l'aise et voilà, qui font que j'ai pu y trouver ma place progressivement. Voilà un peu C'était quoi ton premier chantier, par exemple, en mon premier préhistoire? chantier, c'était du gallo-romain. D'accord. Là, j'y suis jamais retourné. Alors ça, faudra couper, hein. Ou pas forcément. Non, pas bon, c'est du gallo-romain. Alors ça, c'était pas une super expérience parce on dégage des murs, etc. Puis alors moi, j'avais pris 2 semaines de vacances pendant l'été alors que je faisais de la maçonnerie. Bah, ça donne un peu une idée, mais ça, c'est pas la peine, c'est pas sur la vidéo, quoi. Non, c'est vrai. Mais par contre, après, la préhistoire, l'archéologie préhistorique, ça a été une vraie surprise et, un soin, une délicatesse, une relation aux sédiments qui était vraiment nouveau, des efforts d'imagination, mais aussi un peu. Et puis après, tout ce qui est la fouille, qui est la dimension collective de la vie et de la recherche, quoi. Et toujours dans le sud-est de la France ou Non, du non? tout. Après, bon, après non, quand on se forme, on va un peu à différents endroits de l'Hexagone. Et après, moi, assez rapidement, j'ai eu la chance de partir à l'étranger. Et puis, voilà, comme beaucoup de chercheurs en archéologie préhistorique, euh, le, le terrain africain, pour moi en particulier, en fait, ça compte beaucoup, quoi. Merci. Et toi, Louise? Alors moi, ouais, je crois que mon parcours n'est pas hyper classique, parce qu'au départ, je suis ingénieur agronome de formation. Et donc, j'ai appris, j'ai jamais fait d'archéologie, en fait, hein. J'ai jamais fait de géographie au sens universitaire du terme, hein. J'ai fait une classe prépa, puis je suis allée en école d'agronomie. Mais en fait, je voulais faire de l'archéologie depuis toute petite. Et D'accord. donc, du coup, l'idée, c'était je me suis spécialisée sur sur l'agriculture et sur l'eau, hein, sur la gestion de ces deux ressources-là. Et puis, à la fin de mon école, en fait, après, je suis partie sur l'histoire de l'agriculture et sur l'histoire de l'eau et de la gestion de l'eau. Et donc, j'ai travaillé dans le sud-ouest américain en premier, ensuite en Arabie en deuxième. Je travaille notamment sur tout ce qui est un développement de l'hydraulique, développement de l'agriculture, adaptation au changement climatique dans ces environnements surtout arides. Et après, effectivement, je suis impliquée plus localement dans des projets où les questionnements ne sont pas tout à fait similaires, mais qui font appel à des compétences qui sont liées, que j'ai acquises au fur et à mesure du temps, hein, en cours de doctorat et a posteriori, sur les sols, sur leur reconnaissance, sur leur identification, quoi. Mais je suis surtout, à dire, spécialiste en sciences du sol. D'accord. C'est un peu mon parcours. Et en fonction, voilà, des laboratoires qui vous ont recruté, des programmes, bah, vous vous êtes spécialisé dans un environnement, un site. Enfin, Alors après, on le choisit en fait, hein, aussi. C'est-à-dire qu'on s'implique dans certains projets, mais on monte aussi des projets pour aller et pour mener la recherche qu'on souhaite dans des environnements donnés, hein.
choisi aussi. Et vous arrivez à présenter là le projet de recherche dont on parle avec la vallée du Jabon, vous arrivez à le présenter au grand public ou ça reste encore assez justement interne au laboratoire? Est-ce qu'il y a des passerelles entre vous et le grand public? Ah non, bah, ouais, ça marche très bien avec le grand public, hein. Là-dessus, le projet, il a une dizaine d'années, il a grandi, il s'est enrichi et sincèrement, il y a à la fois parce que le site, les sites sont tout à fait exceptionnels pour nous, en tout cas, on y trouve notre intérêt intellectuel, mais ça marche aussi parce qu'en fait, localement, on est vraiment bien reçu, on est bien implanté, les échanges sont riches, on a des acteurs, des interlocuteurs qui sont vraiment super, avec le Parc naturel régional du Verdon, qui est une institution qui nous permet un peu de voir et de penser les choses différemment, avec les municipalités, les différentes municipalités, avec le musée de préhistoire des Gorges du Verdon, qui est un acteur à part entière du projet, plutôt sur le volet médiation. Donc en fait, très tôt, je sais plus, mais ça devait être 2015-2016, où on a une exposition temporaire, On s'installe, qui avait été mise en place avec le musée de Quinson, et ensuite qui a été itinérante dans la région. On a le mur de préhistoire à Trigance, on a plusieurs événements qui sont en cours, en fait, pour valoriser et pour donner à voir un peu le patrimoine de cette vallée du Jabron, avec un ancrage qui pour nous est vraiment dans l'environnement du Verdon. Donc voilà, on arrive un peu à changer de couche, là aussi en fonction bah voilà, du discours qu'on souhaite porter. Mais localement, enfin, je trouve qu'on a une bonne médiation. Les étés, il y a quand même beaucoup de gens qui Elle viennent rend nous rendre visite. visite. Ouais, Ah, vous faites c'est des visites, ouais. Il y a tout à Oui. fait. Ouais, ouais, c'est organisé aussi avec les communautés de communes. Donc, il y a une diffusion. Enfin, sincèrement, c'est une des grandes satisfactions, je trouve, du projet, quoi. Et comment ça se fait que vous ayez eu envie que justement il y ait que ce soit adapté en format vidéo, là ce qu'on fait en ce moment et l'autre vidéo qui présente vos travaux, comment c'est Écosciences qui est venu vous chercher? En fait, c'est Ecoscience qui est venu me chercher parce que j'étais en contact un peu avec le service médiation de la délégation régionale Côte d'Azur. Et donc, j'ai reçu bon, voilà, qui m'ont contacté et qui m'ont dit, ah ben voilà, Ecoscience souhaiterait valoriser un des projets qui est un peu régional. Et l'idée n'était pas mauvaise parce qu'en fait, effectivement, on a une très bonne diffusion, on va dire, à l'échelle régionale, mais c'était bien aussi de trouver un autre moyen de médiation que ce qu'on fait d'habitude, quoi. C'était ça D'accord. changeait, c'était Tout à fait. original. Euh, sur place, il y a j'imagine oui qu'il y a des personnes, peut-être des associations ou des gens qui s'impliquent vraiment dans le projet. Et est-ce que c'est le cas? Et vous êtes, enfin, ouais. C'est le cas. Même dans le contexte de la découverte du site, on a effectivement un collègue et ami qui s'est intéressé très très vite, un ancien berger, hein, qui s'appelle Claude Rouvier, qui s'est très vite intéressé à ce qu'on faisait et qui venait, qui regardait. Et puis un jour, on lui a dit, bah, viens fouiller avec nous. Et donc, ça fait 10 ans qu'il fouille avec nous et qui s'implique et qui contribue à la diffusion des connaissances même localement, que moi j'emmène en mission avec moi à l'étranger aujourd'hui. Voilà, il y a des gens qui effectivement viennent, visitent régulièrement, mais on va dire qu'il y a, oui, effectivement, une ou deux personnes qui sont là de façon régulière et qui nous suivent activement. Oui, et puis j'imagine que bah, vous travaillez sur des terrains, Guillaume l'a dit en tout début d'entretien, c'est des terres agricoles, enfin c'est des terres labourées, donc j'imagine que les propriétaires de ces terrains, ils s'intéressent quand même à ce qui se passe sur leur terrain, enfin vous avez un échange constant avec des personnes locales, enfin, Mais c'est sûr que localement, par rapport au projet, bon, on remercie le CNRS, c'est évident, hein, qui est une magnifique institution. Remercie le ministère de la Culture, on remercie les collègues des différentes universités qui nous financent. Mais le projet, il part au départ grâce à l'autorisation des différents propriétaires de ces terres agricoles. Et au-delà de ça, c'est plutôt
ce réseau de confiance en fait, hein, parce que on arrivait un peu de nulle part, parler de préhistoire, bon, tout le monde y est sensible, mais bon, quand même à différents niveaux, quoi. Si ça commence à concerner, à te concerner directement, bah parfois on peut prendre un peu plus ses distances, et ça a jamais été le cas, hein. Il y a tout de suite eu vraiment un vrai soutien, et ça a vraiment aidé à faciliter le projet. C'est bien qu'on ait parlé de Claude. Et comment, ouais, on peut rappeler son nom, Claude comment? Parce que je crois que ça... Rouvier. Rouvier, Claude Rouvier, d'accord. Ouais, ouais, tout à fait. Non, c'est quelqu'un d'important. Claude, c'est aussi, il est président d'une association qui est nouvellement créée et qui s'appelle Prévert, qui est l'association Préhistoire du Verdon et qui justement rentre un peu dans cette volonté de fédérer, de regrouper ensemble un peu tous les acteurs et tous les interlocuteurs institutionnels ou amateurs qui s'intéressent un peu à cette préhistoire du Verdon, mais à la fois pour des aspects culturels, les hommes et les femmes d'avant, aussi pour des aspects naturels, parce que dans ce territoire, on parle de la vallée du Jabron, le Jabron, la rivière Jabron, et Louise en a bien parlé, je veux dire, le Jabron est au cœur de notre projet, le Verdon est au cœur de ce territoire du Verdon, etc. Et il y a vraiment une très bonne osmose et association entre ces aspects naturels et culturels. Je trouve qu'on les ressent très bien dans ces milieux assez extrêmes, quelque part. Et donc, par exemple, en 2024, quel est le programme sur ces lieux-là? 2024, côté préhistoire, il va y avoir pas mal de choses, puisqu'on on continue à faire, on a repris depuis 2 3 ans des opérations de nettoyage, d'échantillonnage, voire de sondage sur les sites des basses et moyennes gorges, qui sont en fait liés au moment de la mise en eau des lacs, des barrages sur le Verdon. Donc à ce moment-là, dans les années 60, 50 et 60, il y a près d'une centaine de sites qui ont été fouillés avec un patrimoine tout à fait exceptionnel et qui a donné lieu à la création du musée de préhistoire. Et donc là, depuis quelques années maintenant, avec Louise, avec Claude et avec d'autres amis et collègues, en fait, on retourne sur ces anciens sites pour avoir une chronologie, pour essayer de mieux comprendre un peu ce qui s'est passé dans ces endroits-là. Donc, on va aller nettoyer la grotte de Sainte-Maxime à Quinson. On va continuer le travail de prospection archéologique et géomorphologique sur les berges du lac de Sainte-Croix, qui est l'ancienne plaine des Salles, hein. C'est une plaine absolument magnifique. Louise me disait à juste titre que j'aurais dû mettre une photo en arrière-plan de la plaine des Salles. Elle est absolument incroyable. Elle fait plus d'une dizaine de kilomètres. Il y a le Verdon qui serpente au milieu. Il y a des résurgences. Il y a les Fontaines-l'Évêque. C'est absolument incroyable. Ça devait être absolument incroyable comme environnement. Donc, on va continuer un peu à travailler sur les berges du lac. Et sur le site des Prés de il va y avoir toujours la fouille des dépôts qui sont en cours, mais surtout, on va aller chercher les phases d'occupation humaine les plus anciennes, c'est-à-dire les derniers hommes de Néandertal et les premiers hommes modernes qui viennent s'installer dans la vallée. Donc ça, on sait aujourd'hui très clairement que les hommes étaient présents. Maintenant, avec l'aide et l'intuition de Louise, il va falloir retrouver les vestiges dans les bons niveaux, dans les bons niveaux stratigraphiques, quoi. D'accord. J'ai un peu la pression, quoi. C'est Ah ça que ça ouais, veut dire. carrément. Carrément, ça fait 10 ans qu'on les Ça attend. fait 10 ans que j'ai la pression. Ça fait 10 ans qu'on les a laissés bien enfouis. Maintenant, on va essayer de les découvrir. Ah ouais, bon, Ah ouais, mais à l'échelle, la question de la transition, moi, elle suscite oui, beaucoup de passion mm, et beaucoup de scénarios ouais, ouais. plus fous les uns que les autres, quelque part. Que ce soit le mélange ou l'opposition, c'est assez fou comme histoire. Et donc là, sur les Prés de l'Or, on a cette période quoi, qui est représentée. Donc on n'en connaît pas encore le contenu, on ne sait pas si elle est bien préservée ou pas, mais en tout cas, on va aller essayer de découvrir et de déchiffrer tout ça. D'accord. Et donc, en une campagne, vous allez réussir à extraire l'info? Ouais? Peut-être? N'est-ce pas? Peut-être pas? Louise. Ils vont pas assez vite pour moi. C'est Ah pas ouais? possible. Ah Bah, bah Louise, oui. elle travaille au tractopelle. Moi, je travaille au tractopelle, au carottage, au tractopelle. Alors, on n'a pas les mêmes rythmes sur le terrain, quoi. Ah C'est un peu ouais. l'inconvénient. C'est sûr. Mm, mm, mm. C'est un Ok. peu l'inconvénient. Ça va prendre plusieurs années, ça va certainement prendre 2 ou 3 ans, mais Triennal. on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise dès la première année. Mm, mm, mm.
Eh ben, bon bah ouais, on vous souhaite le meilleur pour ces fouilles-là. Merci. Bah, merci à tous les deux d'avoir répondu à ces questions et puis d'avoir participé à ce projet pour Écosciences. Voilà, c'est la fin de cet entretien. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci surtout à nos deux intervenants, Louise Purdu et Guillaume Porras, qui ont accepté de se prêter au jeu. Hein. C'est pas tous les jours facile de présenter comme ça son travail de recherche et de le synthétiser, de l'exposer au grand public. En tout cas, moi, c'était un immense plaisir de travailler avec eux, de travailler encore une nouvelle fois avec Écosciences Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je vous invite vraiment à regarder les autres vidéos sur la playlist de la chaîne. Là, avec cette vidéo, on termine la saison 5 d'Écosciences. Donc bravo à eux et merci de m'avoir proposé ce projet. J'ai adoré faire les 2 vidéos. Voilà, je vous remercie de votre présence. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut, à partager cette vidéo et je vous dis à bientôt. Salut!